À Paris, lors d'un contrôle d'immigration en apparence banal, la situation a dégénéré. Un homme a posé ses papiers sur la table, ainsi qu'une vieille Bible, usée par le temps et l'usage quotidien. En quelques secondes, cet objet personnel lui a été arraché des mains et déchiré. Ce n'était ni un accident, ni une négligence. Le bruit des pages déchirées a résonné dans la pièce, interrompant tout. Les questions se sont tues. Les regards se sont levés. Un silence pesant s'est installé, comme si chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un livre détruit. C'était quelque chose d'intime, de profond, profané devant témoins. Personne n'a réagi immédiatement. Personne n'a parlé. Mais tous ont senti que le contrôle avait franchi une limite invisible. Et ce qui s'est produit quelques secondes plus tard a radicalement changé le cours de cette rencontre et a marqué à jamais ceux qui étaient les présents. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Paris s'éveillait à peine, mais rien de poétique ne régnait en cette matinée. Pas de café charmant, pas de touristes appareils photo en bandoulière. C'était le vrai Paris, administratif, froid, fait de couloirs étroits, de murs clairs et de règles strictes. L'immeuble où tout allait se jouer était loin des cartes postales, dissimulé parmi des rues grises et des façades impersonnelles. Un lieu où l'on entre en silence et où l'on sort, presque toujours, encore plus discrètement. Aïe, l'intérieur, la salle de contrôle de l'immigration semblait figée dans le temps. Des chaises, toutes identiques, étaient alignées contre le mur, occupées par des corps tendus. L'air était imprégné d'une odeur de papier, de plastique et d'une angoisse contenue. Une horloge égrenait les secondes d'un tic-tac sec et implacable. Dans cette atmosphère pesante, le moindre bruit paraissait assourdissant. Les gens attendaient en leur tour, le regard fixé au sol, à leurs mains, à leurs papiers froissés, comme s'ils étaient trop fragiles pour supporter un nouvel examen. Il n'y avait pas d'histoire, seulement des numéros. Pas de nom, seulement des dossiers. Chacun était désigné par un code, un nom de famille prononcé sans émotion. L'atmosphère n'était pas celle d'une violence manifeste, mais celle d'un contrôle absolu, un contrôle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Le silence, un regard neutre, une posture rigide derrière un bureau suffisaient. C'est dans ce décor que le protagoniste fit son entrée. Ses pas étaient mesurés, son attitude humble, comme s'il avait déjà appris que le moindre faux pas pouvait être perçu comme une menace. Il portait des vêtements simples et propres, usés par le temps. Rien ne sautait aux yeux au premier abord. Il tenait une fine mallette contenant ses documents, et à côté, une vieille petite Bible à la couverture décolorée. Ce n'était ni un objet neuf, ni un objet décoratif. C'était manifestement un objet utilisé, manipulé, porté pendant longtemps. Il s'assit comme on le lui avait demandé, déposant soigneusement les papiers sur la table, comme s'il rangeait bien plus que de simples documents, comme s'il tentait d'organiser sa propre vie devant ce comptoir. La Bible demeurait discrètement à côté de lui. Aucun mot, aucun geste symbolique. Elle était simplement là, comme toujours. Pour certains, un détail insignifiant. Pour lui, un ancrage silencieux. Autour d'eux, d'autres personnes remarquèrent le livre. Certains détournèrent rapidement le regard. D'autres observèrent avec une curiosité contenue. Personne ne fit de commentaires. Dans ce lieu, les commentaires n'ont pas leur place. Le silence est une règle non écrite, mais rigoureusement respectée. Chacun savait qu'un mot prononcé à contretemps pouvait avoir des conséquences fâcheuses. Les agents se déplaçaient dans la pièce d'un pas assuré, mallettes à la main, le visage impassible. Tout fonctionnait comme une machine bien huilée, où l'improvisation et l'empathie n'avaient pas leur place. La neutralité était de rigueur. Les questions étaient toujours posées sur le même ton, comme récitées d'un manuel invisible. Le protagoniste répondait calmement, choisissant chaque mot avec soin, conscient qu'il ne s'agissait pas seulement d'expliquer une situation, mais de justifier sa propre présence sur ce territoire. La Bible reposait immobile sur la table, contrastant fortement avec le reste du décor. Un objet chargé de sens dans un lieu où les significations personnelles n'ont aucune valeur. Un livre usé au milieu de papiers officiels impeccablement rangés. Cette différence, bien que silencieuse, créait une tension difficile à nommer. Il n'y avait pas de confrontation, mais un malaise palpable. Un malaise qui grandissait sans qu'un mot soit nécessaire. Les personnes présentes dans la pièce le sentaient. Sans même regarder directement, elles savaient que quelque chose clochait. Le silence semblait plus lourd, l'air plus pesant. C'était comme si ce petit livre avait introduit une humanité indésirable dans cet espace clinique et impersonnel. Le protagoniste gardait les yeux baissés, les mains jointes,
attendant. Il l'ignorait, mais ce serait le dernier instant de normalité avant que tout ne bascule. Rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Ni alarme, ni avertissement. Juste une succession de secondes en apparence ordinaire, qui resteraient gravées dans les mémoires comme l'instant précis où tout a basculé. Le pari de cela. Bâtiment administratif n'apparaîtrait pas sur les photos, ne serait pas mis en avant dans les guides touristiques, mais là, dans cette pièce blanche et silencieuse, une histoire était sur le point de franchir une frontière invisible, et ce lieu ne serait plus jamais un simple point de contrôle d'immigration. Il n'était pas connu du grand public, il ne faisait pas la une des journaux, il n'avait aucun antécédent conflictuel et ne recherchait pas la notoriété. Il était simplement un immigré parmi tant d'autres qui font tourner la ville. Travaillant dans l'ombre, il se levait tôt, presque toujours avant l'aube, pour effectuer des horaires de travail que peu de Français accepteraient. Un travail simple, répétitif et physique, nettoyage, portage, longue journée. Rien qui puisse lui valoir des éloges, juste de quoi payer une chambre exiguë, envoyer de quoi vivre à sa famille éloignée et survivre dignement. Sa vie était discrète par nécessité. Il avait très tôt compris que moins on attirait l'attention, mieux c'était. Il marchait dans les rues sans lever la tête, évitait les disputes et respectait les horaires et les règles avec une rigueur presque excessive. Non pas parce qu'il approuvait tout, mais parce qu'il savait que la moindre erreur pouvait coûter cher. Pour quelqu'un dans sa situation, la stabilité n'est pas un droit acquis, mais une concession fragile. Il n'était pas un militant. Il ne participait à aucun mouvement. Il ne parlait ni de politique, ni de religion, ni d'identité en public. Il ne prêchait pas. Il n'affrontait personne. Sa foi n'était ni un étendard, ni un discours. C'était le silence. C'était quelque chose qui l'accompagnait dans les instants invisibles de la vie, avant d'aller travailler, au crépuscule de la journée, dans les moments d'épuisement extrême. Il n'a jamais cherché à convaincre qui que ce soit. Il n'a jamais réclamé d'espace. Il portait simplement en lui ce qui donnait un sens à son existence. La Bible qu'il tenait entre ses mains n'était pas un symbole ostentatoire. Petite et usée, ses pages portèrent les marques d'une utilisation constante. Certaines étaient cornées, d'autres soulignées au crayon. Sa couverture n'était pas luxueuse, et elle ne paraissait pas neuve. Au contraire, il était évident que ce livre l'avait accompagné dans bien des épreuves, déménagements, pertes, nuits difficiles, moments de peur et de profonde solitude. Pour lui, ce n'était pas un objet religieux au sens abstrait du terme. C'était une présence familière, un refuge. Bien souvent, ce livre était le seul endroit où il se sentait entier, loin de sa langue maternelle, loin de sa patrie, loin des références qu'il avait autrefois définies. La Bible lui servait d'encre. Elle ne promettait pas de solution miracle. Elle n'effaçait pas les difficultés, mais elle lui rappelait qui il était, alors que tout autour de lui cherchait à le réduire à un numéro, à une procédure, à un problème administratif. Il avait appris à vivre sa foi, comme on préserve un trésor en territoire hostile, avec précaution. Il ne l'affichait jamais, il n'en parlait jamais au travail. Non par honte, mais parce qu'il savait que la foi n'est pas perçue comme une force par tous. Pour beaucoup, elle est même considérée comme une menace, un obstacle, une entrave. Alors il la gardait pour lui. Un geste intime, presque imperceptible, à l'image de tant d'autres aspects de son identité qu'il lui fallait taire pour survivre. Ceux qui le connaissaient ignoraient presque tout de son histoire. Pour ses collègues, il était simplement quelqu'un de fiable, ponctuel et discret. Pour ses voisins, un visage parmi d'autres, entrant et sortant de l'immeuble sans un bruit. Rares étaient ceux qui connaissaient ses épreuves, le long chemin parcouru, les documents patiemment rassemblés, ses craintes constantes, la peur qu'une simple lettre officielle puisse tout faire basculer du jour au lendemain. Il ne se voyait pas comme une victime. Il ne s'était jamais mis dans cette situation. Il faisait simplement ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. Il travaillait, il payait ses factures, il respectait la loi. Et, dans les moments où le fardeau semblait trop lourd, je me tournais vers ce simple livre. Je le lisais en silence. Parfois, je le tenais simplement entre mes mains. Je n'avais pas besoin des mots. Sa foi n'était pas ostentatoire. C'était une force intérieure. Dans ce hall de contrôle d'immigration, il n'entra pas avec l'intention de provoquer. Il y entra comme il entrait toujours dans un lieu public, avec prudence, respect et humilité. Il portait ses papiers et presque machinalement sa Bible. Il ne se demanda pas s'il aurait dû la laisser chez lui. Il n'imagina pas que cela puisse poser problème. Pour lui, c'était aussi naturel que de porter un manteau ou un portefeuille, une part de lui-même. Il ignorait que,
Dans ce contexte, même le silence pouvait être perçu comme une provocation. Il n'imaginait pas qu'une chose aussi personnelle puisse être considérée comme une offense. Il n'avait pas anticipé qu'en quelques minutes, cet objet réconfortant deviendrait le centre d'une tension impossible à ignorer. Car, dans cet espace où les histoires personnelles sont souvent effacées, la simple présence d'un être humain était déjà de trop. Et lui, sans s'en rendre compte, avait emporté avec lui non seulement des documents et un livre usé, mais toute une identité, fragile, silencieuse et pourtant profondément digne. Les documents furent déposés un à un sur la table, avec une précaution excessive, comme si chaque feuille avait son propre poids. Passeport, formulaire, reçu. Tout était aligné, tout était visible. Le geste était automatique, répété tant de fois au fil des ans qu'il ne nécessitait plus de réflexion. De l'autre côté, l'agent les reçut sans même regarder le visage de l'homme. Juste des mains, du papier, des timbres. La procédure commença comme toujours, impersonnelle, froide, prévisible. Les questions fusaient sans pause, sans intonation. Nom, date, adresse, profession, durée du séjour. Le tout prononcé sur le même ton neutre, presque mécanique. Aucune hostilité manifeste, aucune cordialité non plus. Une voix conditionnée à ne rien laisser paraître. Une voix qui n'écoute pas les histoires, qui se contente de confirmer les faits. L'homme répondait par des phrases courtes et précises, choisissant chaque mot avec une extrême prudence. Tout en parlant, il garda les mains jointes sur la table, s'efforçant de maîtriser le léger tremblement de ses doigts. Ce n'était pas une peur nouvelle. C'était cette vieille peur familière qui accompagne quiconque dépend de l'approbation d'une personne derrière un bureau. Il inspira profondément, le regard toujours baissé, conscient que chaque détail pouvait être interprété. L'agent feuilleta rapidement les papiers, prenant quelques notes. Le bruit des pages qui se tournaient emplissait le silence entre les questions. Tout semblait suivre un scénario, préétabli, jusqu'à ce que, au milieu de la pile de documents officiels, quelque chose attire l'attention. Un objet qui ne faisait pas partie du protocole. Un petit livre usé, posé là presque par hasard. Le regard de l'agent se détourna un instant. Un geste minime, presque imperceptible, mais suffisant pour changer l'atmosphère de la pièce. La main qui tenait les papiers se figea en l'air. Le contrôle de la situation se brisa. Pour la première fois, l'agent fixa la table. Non pas les documents, mais la Bible. Un silence bref mais pesant s'installa. Le genre de silence qui précède les décisions impulsives. L'agent inclina légèrement la tête, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose d'inhabituel. Il ne posa pas de questions sur le champ. Il se contenta d'observer. Le livre semblait déplacé dans cet univers de formes, de tampons et de règles. Trop d'éléments humains dans un espace conçu pour gommer les singularités. La curiosité se manifesta d'abord, dissimulée sous des apparences de neutralité. Puis, quelque chose de plus difficile à définir. Un malaise subtil et croissant. L'agent effleura la couverture de la Bible du bout des doigts, négligemment, comme pour en tâter la présence. Le geste fut rapide, mais lourd de sens. Ce contact n'était pas qu'un simple contact physique. C'était le signe que quelque chose avait été remarqué et jugé. L'homme remarqua immédiatement le changement. Non pas parce que quelqu'un avait dit quoi que ce soit, mais parce que l'atmosphère était différente. L'agent se mit à bouger. L'ambiance changea. Les questions s'interrompirent quelques secondes. D'autres agents, plus loin, jetèrent des regards rapides et curieux. Les personnes assises comprirent que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Le malaise s'intensifia, sans qu'un mot soit nécessaire. La Bible, jusque-là simple objet silencieux, devint le centre invisible de la pièce. Aucune accusation, aucune explication, juste une atmosphère étrange, étendue, comme si cette présence avait transgressé une règle tacite. L'agent finit par lever les yeux et fixa l'homme quelques secondes de plus que nécessaire. Il n'y avait pas de colère ouverte, mais un jugement silencieux et dangereux, car il ne laissait aucune place à la défense. L'homme sentit son estomac se nouer. Il savait que quelque chose clochait, mais il ne savait pas exactement quoi. Il n'avait rien fait d'autre qu'exister, tel qu'il était. La curiosité de l'agent n'était plus neutre. Elle s'était muée, en malaise. Et le malaise, dans ce contexte, n'est jamais anodin. C'est le genre de sentiment qui précède les excès, qui justifie les gestes brusques, qui fait oublier à l'on a affaire à une personne et non à un objet. Le contrôle, jusque-là purement bureaucratique, prenait une autre forme, une forme imprévisible. Le silence régnait toujours, mais il était désormais lourd, tendu, sur le point d'être rompu, et personne, pas même l'homme assis à la table, ne pouvait imaginer que cette petite,
Anomalie, un livre usé parmi les documents officiels, allait déclencher quelque chose de bien plus important qu'une simple procédure administrative. Le geste fut si rapide que personne ne put l'empêcher. L'agent tendit la main et prit la Bible sans demander la permission, sans prévenir, sans la moindre considération pour un objet qui ne lui appartient pas. Ce n'était pas un acte technique, ni une procédure. C'était un mouvement brusque, presque impatient, comme si cet objet avait causé plus de problèmes qu'il n'en avait causé. La Bible fut soulevée de la table du bout des doigts, suspendue légèrement, comme un objet jetable. Il y eut une remarque à peine voilée, chargée d'ironie, difficile à restituer précisément. Ce n'était pas une insulte directe, mais le ton était éloquent. Un sourire bref et en coin, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Un geste qui en disait plus que des mots. Ça n'a rien à faire là. L'homme tenta de réagir du regard, ouvrit légèrement la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout se passa en quelques secondes, et pourtant, le temps parut interminable. L'agent feuilleta quelques pages à la hâte, sans ménagement. Les fines feuilles se plièrent sous ses doigts. Le vieux papier, déjà fragilisé par le temps et l'usage, ne put résister. Un coup sec et impatient suffit. Le bruit sec du papier qui se déchira l'air de la pièce. Ce n'était pas fort, mais c'était net. Une déchirure franche et définitive, impossible à ignorer. Ce bruit résonna comme un craquement. Les conversations s'interrompirent. On cessa de taper sur les touches. Même l'horloge au mur sembla plus bruyante ensuite. Tout le monde l'entendit. Tout le monde comprit que quelque chose de grave venait de se produire. Ce n'était pas qu'une simple feuille de papier déchirée, c'était une limite franchie devant des témoins. L'homme resta immobile. Son regard était fixé sur les pages désormais séparées, l'une encore attachée au livre, l'autre pendante, vulnérable. Il ne tendit pas la main. Il ne demanda aucune explication. Il inspira profondément, comme pour contenir une émotion qui lui montait à la gorge. Cette Bible n'était pas un objet comme les autres. Elle l'avait accompagné pendant des années. Elle avait été présente dans les moments de peur, de perte et de profonde solitude. Voir ces pages déchirées, c'était comme voir une part intime de lui-même mise à nu et blessée. L'agent rejeta négligemment le livre sur la table, comme si de rien n'était. Les pages déchirées, restées là, visibles, impossibles à dissimuler. Aucune excuse, aucune tentative de réparation. Un silence pesant s'installa dans la pièce, un silence différent du précédent. Ce n'était pas le silence bureaucratique du contrôle. C'était un silence gêné, presque honteux. Les personnes assises échangèrent des regards furtifs. Certaines détournèrent les yeux, incapables de supporter la scène. D'autres fixaient intensément la table, comme pour en saisir chaque détail. Un agent, plus loin, se redressa, mal à l'aise. Personne ne dit un mot, mais chacun savait que ce n'était pas normal. C'était inacceptable. Cela ne faisait partie d'aucune règle. Pour cet homme, le temps semblait s'être figé. Il sentait son cœur battre la chamade, mais son corps ne réagissait pas. Aucune colère explosive ne l'envahissait. Il y avait pire, un mélange d'humiliation, d'impuissance et d'une profonde tristesse. Il se sentait attaqué non seulement en tant qu'immigrant, mais en tant qu'être humain, en tant que personne dont la foi, silencieuse et respectueuse, avait été traitée comme un déchet. La Bible restait là, ouverte, abîmée, un petit objet, désormais accablé d'un poids énorme. L'officier évitait de regarder l'homme directement. Il préférait fixer les papiers, comme s'il voulait suivre la procédure et faire comme si de rien n'était. Mais toute la pièce savait que plus rien ne serait comme avant après ce geste. Un silence interminable s'installa. Personne n'osait le rompre. Non pas qu'il approuvait ce qui s'était passé, mais parce qu'il ne savait comment réagir. L'autorité s'était exprimée par son geste. Et contester ce geste exigeait un courage que tous ne possédaient pas. Ce n'était pas seulement un livre qui avait été déchiré à cet instant. C'était une frontière invisible entre le contrôle et l'abus, entre l'application des règles et l'humiliation. Le bruit du papier semblait encore résonner aux oreilles des personnes présentes, comme un rappel douloureux qu'en certains lieux, la dignité peut être bafouée en silence. Et dans ce silence pesant, presque suffocant, quelque chose commença à changer. Car lorsqu'une agression symbolique se produit devant tant de témoins, elle cesse d'être un simple geste isolé. Elle se transforme en miroir. Un miroir qui oblige chacun à voir ce qui se passe réellement, même si personne n'a encore le courage de le dire à voix haute. Il ne haussa pas la voix. Il ne poussa pas sa chaise. Il ne fit aucun mouvement brusque qui aurait pu se retourner contre lui quelques secondes plus tard. Son corps demeura immobile, comme frappé par un choc silencieux.
Extérieurement, il paraissait calme. Intérieurement, tout tremblait. Il respirait profondément, lentement, comme quelqu'un qui tentait d'empêcher quelque chose de se briser complètement. Ses yeux se baissèrent, non par soumission, mais par nécessité. C'était le seul moyen de contenir le mélange de honte, de tristesse et d'incrédulité qui se lisait sur son visage. Il savait que toute réaction impulsive pourrait être interprétée comme une menace, un manque de respect, une culpabilité. Alors il choisit la voie la plus difficile, le silence. Un silence conscient, un silence qui avait un prix élevé. Avec une délicatesse presque cérémoniale, il tendit la main et ramassa les pages déchirées. Le geste était lent, respectueux, comme s'il touchait une blessure profonde. Les pages tremblaient légèrement entre ses doigts, non pas à cause de la fragilité du papier, mais sous le poids émotionnel de l'instant. Il ne chercha pas à dissimuler la déchirure. Il ne plia pas le livre pour la cacher. Il tenait simplement les pages comme on tient quelque chose qui compte encore, même après avoir été violé. La Bible n'était plus seulement un objet abîmé, elle était le reflet de ses sentiments, déchirée, exposée, vulnérable, et pourtant entière dans son essence. Il passa délicatement son pouce sur le bord irrégulier du papier, comme pour s'excuser de n'avoir pu la protéger. Un geste presque imperceptible, mais profondément humain. Lorsqu'il ouvrit la bouche, ce ne fut qu'un instant. Les mots peinaient à venir. Sa gorge était trop sèche. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'il ne dise quoi que ce soit, si tant est qu'il ait dit quoi que ce soit. Peut-être un simple murmure, peut-être rien, un « s'il vous plaît » presque inaudible, ou un simple « c'est à moi », aucun mot, aucune accusation, juste le strict minimum nécessaire pour affirmer son humanité dans cet espace qui s'obstinait à la nier. L'agent ne répondit pas. Il continua de feuilleter les papiers, évitant tout contact visuel. L'absence de réaction officielle rendait la situation encore plus pesante. Le silence n'était plus seulement de la gêne, mais une complicité passive. Chacun dans la pièce comprenait qu'un événement grave s'était produit, mais personne ne bougea. L'homme le sentait. Il sentait les regards, certains empreints de pitié, d'autres de malaise, quelques-uns peut-être d'une approbation tacite. Mais personne ne dit un mot. Il garda la tête baissée, non par honte de ce qu'il était, mais pour préserver le peu de contrôle qui lui restait. S'il levait les yeux, il risquait de pleurer. Et pleurer ainsi, ce serait trop se dévoiler. Ce serait offrir à son entourage ce qu'il ne voulait pas, la satisfaction de le voir s'effondrer. Alors il s'accrocha, avec force, avec dignité. Au fond de lui, la révolte existait. Impossible qu'elle n'existe pas. Mais elle ne se mua pas en cri. Elle se transforma en résistance silencieuse. Il pensa à sa famille éloignée, au voyage qui les avait menés là, aux nuits difficiles où ce même livre avait été sa seule compagnie. Il repensa à tout ce qu'il avait enduré pour en arriver là, et il comprit, avec une lucidité douloureuse, que réagir par la violence effacerait toute la vérité de cet instant. Là, la dignité était son dernier rempart, et il s'en servit comme d'un bouclier. Ce n'était pas de la faiblesse, mais de la lucidité. C'était la conscience que dans ce contexte, son attitude parlerait plus fort que n'importe quel mot. Que le contraste entre l'agression subie et la sérénité de sa réaction révélerait quelque chose qu'aucun discours ne saurait exprimer. Dans la pièce, certains commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Une femme réajusta son sac sur ses genoux. Un homme croisa les bras, visiblement gêné. Un agent, au fond de la pièce, s'éclaircit la gorge, comme pour rompre le silence, mais se ravisa. Le protagoniste était toujours là, assis, les pages déchirées à la main, telle une image impossible à ignorer. Il ne réclamait pas justice à ce moment-là. Il n'exigeait pas d'explication. Il ne faisait pas d'esclandre. Mais quelque chose dans son attitude criait plus fort que n'importe quelle protestation. La scène parlait d'elle-même. Un homme blessé qui choisissait de ne pas riposter. Un silence qui le trahissait. Une dignité plus troublante que des accusations. À cet instant, la révolte s'est effacée face à une force supérieure, face à la clarté que cette réaction, contenue, humaine, silencieuse, était précisément ce qui rendrait impossible de faire comme si de rien n'était. Car lorsqu'une personne subit une agression et répond par la violence, l'attention se détourne. Mais lorsqu'elle répond avec dignité, l'attention demeure là où elle doit être. Et c'est là, dans ce simple geste de ramasser les pages déchirées, sans presque rien dire, que l'assemblée commença peu à peu à comprendre que le pouvoir n'était plus entre les mains de celui qui avait déchiré le livre. La dignité de cet homme était devenue l'élément le plus puissant, et personne ne pouvait l'ignorer longtemps. Le silence qui suivit n'était plus neutre.
Il commença à devenir troublant. Quelque chose avait changé dans cette pièce blanche et impersonnelle. Le contrôle, qui jusque-là semblait un mécanisme automatique, avait été interrompu par un geste impossible à effacer. Les personnes assises n'attendaient plus simplement leur tour. Elles étaient témoins de quelque chose qui transcendait toute procédure administrative. Certains détournèrent aussitôt le regard, comme pour nier ce qu'ils avaient vu. D'autres, en revanche, restèrent figés sur la table, la Bible déchirée, les mains de l'homme qui tenait les pages avec une délicatesse presque religieuse. La gêne se répandit comme une vague silencieuse. Aucun mot ne fut prononcé, mais la conscience était palpable. Ce n'était plus une simple formalité administrative. C'était un moment humain, et cela rendait la situation d'autant plus pénible. Une femme au fond de la salle porta instinctivement la main à sa bouche. Un homme croisa les jambes avec agitation, changeant de position pour la 3e fois en quelques secondes. De légers mouvements commencèrent à se manifester, signes évidents que personne n'était à l'aise avec ce qui venait de se passer. La pièce sembla plus petite, l'atmosphère plus lourde. Même les agents, habitués à la rigidité des lieux, hésitèrent. Un collègue de l'agent qui avait déchiré la Bible s'arrêta un instant derrière son bureau. Il observa la scène en silence, le front légèrement froncé. Ses doigts tapotaient doucement la surface, comme s'il cherchait quelque chose à faire, une action qui ne venait pas. Il regarda le livre, puis l'homme, puis son collègue. Le conflit intérieur était palpable. Intervenir reviendrait à remettre en question l'autorité. Garder le silence reviendrait à accepter quelque chose qui, au fond de lui semblait injuste. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. L'écho résonna trop fort, brisant la tension un instant. Une voix plus lointaine murmura quelque chose de presque inaudible, peut-être un appel au calme, peut-être une remarque gênante. Personne ne répondit, mais ce léger bruit suffit à signaler que le silence n'était plus la norme. Il était remis en question, timidement certes. L'agent à l'origine de tout cela continuait de manipuler les papiers, mais ses gestes étaient désormais moins assurés. Le sentiment de sécurité que j'avais éprouvé auparavant semblait s'être dissipé. Il évitait de regarder l'homme directement. Il évitait de fixer les pages déchirées. C'était comme s'il avait compris, trop tard, que son geste ne passerait pas inaperçu, qu'il ne serait pas étouffé par le silence administratif, comme tant d'autres excès. L'atmosphère, autrefois propice au contrôle, s'est muée en un climat de tension morale. Aucun cri, aucune accusation ouverte. Mais quelque chose de plus difficile à gérer s'est installé. Un malaise collectif, le sentiment qu'une limite invisible avait été franchie sous les yeux de tous. Et lorsque cela arrive, quelle que soit la puissance de la personne en position d'autorité, l'atmosphère change. Certains échangèrent des regards rapides et entendus, comme pour demander en silence « Tu as vu ça aussi ?» Et la réponse était là, sur leur visage, dans leur corps tendu, dans leur souffle retenu. Tout le monde l'avait vu, tout le monde avait compris, même ceux qui préféraient de faire semblant du contraire. L'homme restait assis, immobile, la Bible abîmée entre ses mains. Il ne haussa pas la voix, ne réclama rien, et c'était précisément ce qui rendait la situation insupportable. Sa dignité contrastait cruellement avec l'agression qu'il avait subie. Impossible de revenir en arrière. Aucune provocation ne pouvait servir d'excuse, aucune justification plausible. Un supérieur entra dans la pièce, ou s'en approcha, attiré par l'atmosphère étrange. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre que quelque chose clochait. Tous les regards se tournèrent vers lui. Une tension palpable planait. Le contrôle n'était plus entièrement entre les mains de celui qui menait la procédure. Il était dilué, dispersé entre tous les témoins de la scène. La pièce n'était plus la même. Ce n'était plus un lieu où les règles s'appliquaient automatiquement. C'était devenu un espace où une question silencieuse résonnait dans chaque recoin. Où s'arrête l'autorité? Et où commence l'abus? Personne ne répondait à voix haute. Mais tous sentaient que cette question ne pouvait plus être ignorée. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde prenait un poids nouveau. Le contrôle d'immigration, qui n'aurait dû durer que quelques minutes, s'était transformé en quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus pénible. Quelque chose que personne n'oublierait de sitôt. Car lorsqu'un environnement institutionnel est imprégné de tensions morales, il cesse d'être un simple lieu de procédure. Il devient un miroir. Et dans ce miroir, beaucoup n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Le tournant ne survint ni dans un cri, ni dans un scandale. Il survint de la manière la plus inconfortable qui soit pour ceux qui se croyaient maîtres de la situation. Par un interrogatoire. Un supérieur apparut sur le seuil, attiré par l'atmosphère étrange, le silence pesant qui ne correspondait plus aux habitudes du lieu. Son regard parcourut la pièce en quelques secondes,
et s'arrêta précisément là où tous avaient si longtemps évité de regarder. Le bureau, l'homme, la Bible déchirée. Nul besoin d'explications immédiates. La scène parlait d'elle-même. Les pages déchirées et cornées, trop visibles pour être ignorées. L'homme qui tenait le livre avec une attention presque solennelle. Les agents immobiles, certains tendus, d'autres visiblement mal à l'aise. Le supérieur fronça les sourcils. Non, par colère, mais parce qu'il comprit qu'un événement grave s'était produit. Quelque chose qui ne pouvait être relaté dans de simples rapports. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, une personne assise au fond de la salle se leva lentement. Elle ne parla pas fort. Elle ne fit aucun discours. Elle déclara simplement avoir tout vu, que cela ne faisait pas partie de la procédure, que le livre avait été déchiré sans raison. Sa voix tremblait, mais ses paroles étaient claires. C'était un témoignage simple et direct, impossible à effacer. Une autre personne murmura en signe d'approbation. Une troisième acquiesça. De petits gestes s'accumulèrent, créant quelque chose de plus grand. Le silence qui avait auparavant protégé les abus les exposait désormais. Et, quelque part dans la pièce, quelqu'un leva discrètement son téléphone portable, sans ostentation, sans provocation, juste pour enregistrer. Un réflexe presque automatique face au sentiment qu'il fallait se souvenir de cela. La Bible déchirée cessa d'être un simple objet abîmé. Elle devint un symbole, non seulement de la foi, mais aussi d'une limite franchie, d'un pouvoir exercé avec négligence, d'une autorité qui, l'espace d'un instant, oublia qu'elle avait affaire à des êtres humains et non à des documents. Le livre, désormais visible de tous, portait un poids que nul ne pouvait plus ignorer. Le supérieur exigea des explications, non pas en criant, mais fermement. L'agent tenta de se justifier. Il parla de neutralité, de procédure, de contexte. Mais ses paroles sonnaient creux, face à l'évidence. Impossible d'expliquer une larme. Impossible d'intégrer ce geste à un règlement écrit. Plus il parlait, plus il devenait clair qu'il lui échappait. D'autres agents commencèrent à se mettre en mouvement. L'un d'eux s'approcha de l'homme et, pour la première fois depuis le début, lui demanda si tout allait bien. Cette simple question était lourde de sens. C'était la reconnaissance silencieuse que quelque chose n'allait pas. L'homme se contenta d'un léger hochement de tête. Il n'avait rien besoin d'ajouter. La situation parlait d'elle-même. Le supérieur a demandé que la salle soit évacuée quelques minutes. On a demandé aux personnes présentes d'attendre dehors. L'atmosphère avait complètement changé. Ce qui était un contrôle d'immigration était devenu un incident. Un incident avec des témoins, avec des rapports, avec des conséquences imprévisibles. L'autorité, qui semblait auparavant absolue, devait maintenant gérer une situation qu'elle ne pouvait pas simplement classer. Dehors, on chuchotait. Certains étaient indignés, d'autres choqués, d'autres encore émus. L'histoire circulait déjà, même sans Internet, même sans gros titres. Le bouche à oreille suffisait. Le sentiment partagé que les choses étaient allées trop loin suffisait. Dans la pièce, l'homme resta assis. Il tenait toujours la Bible. Un officier lui offrit un verre d'eau. Un autre s'excusa d'une voix basse, presque intime. Rien de tout cela n'effaçait ce qui s'était passé, mais cela montrait que la dynamique avait changé. Le pouvoir n'était plus concentré dans un seul geste d'autorité. Il était dilué, observé, remis en question. Le discours avait changé. Il ne s'agissait plus de vérifier des documents, mais d'expliquer un abus. Il ne s'agissait plus d'immigration, mais de dignité. Et cela est bien plus difficile à contrôler. La Bible déchirée, posée là sur la table, avait marqué un tournant décisif, non seulement pour cet homme, mais pour tous ceux qui avaient été témoins de la scène. Car, à partir de cet instant, nul ne pouvait plus prétendre ne pas l'avoir vu. Nul ne pouvait plus feindre un simple malentendu. L'autorité avait perdu son monopole sur la version officielle. Et lorsque cela arrive, aussi solide que puisse paraître une institution, le pouvoir commence à lui échapper. Non pas par le bruit, non pas par la révolte, mais par quelque chose de bien plus dangereux pour ceux qui en abusent, l'éveil de la conscience, collective. À cet instant précis, la pièce n'appartenait plus au contrôle de l'immigration. Elle appartenait à l'histoire qui s'écrivait là, sous les yeux de tous. Une histoire qui ne s'achèverait pas ce matin-là. Une histoire qui quitterait ce bâtiment pour aller de l'avant, emportant avec elle le symbole d'un livre déchiré et d'une dignité qui refusait d'être déchirée avec lui. Les conséquences se sont fait sentir dès le jour même. Nul besoin de chercher à clore l'affaire rapidement, comme c'est souvent le cas. L'atmosphère ne s'y prêtait plus. Une demande formelle d'explication a été formulée sur le champ, devant la hiérarchie et plusieurs témoins. Non par faveur, mais par nécessité.
L'institution, qui semblait jusqu'alors maîtriser parfaitement la situation, devait désormais rendre des comptes. Le policier impliqué a été prié de quitter la pièce, non pas à titre de sanction immédiate, mais par mesure de précaution. Un geste symbolique, lourd de sens. Pour la première fois, depuis le début, l'autorité a changé de camp. L'homme assis à la table n'était plus le centre des soupçons. L'attention s'est déplacée. Le regard collectif s'est porté sur la personne qui avait déchiré le livre et sur le système qui avait permis que cela se produise. D'autres employés furent convoqués. On commença à recueillir des témoignages, non pas sur un ton accusateur, mais avec sérieux et prudence. Les personnes présentes furent invitées à s'exprimer, et elles parlèrent, certaines d'une voix tremblante, d'autres avec une fermeté surprenante. Elles racontèrent ce qu'elles avaient vu, ce qu'elles avaient entendu, le moment précis où le geste s'était produit. Chaque témoignage confirmait une même vérité. Cela ne faisait partie d'aucune procédure. Il n'y avait aucune justification technique. Il n'y avait aucune provocation. Le mot « suspension » a commencé à circuler, avec une certaine prudence. On a évoqué une suspension temporaire, une enquête interne, un rapport disciplinaire. Rien n'a été officiellement décidé, mais le message était clair. Ce geste ne serait pas ignoré. Il ne serait pas traité comme un détail. L'institution a compris, bien que tardivement, qu'elle avait franchi une limite dangereuse. Pendant ce temps, l'homme restait là, accompagné d'un employé chargé de veiller à ce qu'il soit traité avec respect. On lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, s'il voulait de l'eau, s'il souhaitait passer un coup de fil. De petits gestes, simples en apparence, mais qui marquèrent un tournant décisif. Il n'était plus perçu comme un problème administratif potentiel, mais comme une victime d'agression, d'un préjudice, d'une humiliation publique. Ce changement de perception fut peut-être la conséquence la plus immédiate et la plus marquante. En quelques minutes, il passa du statut de suspect à celui de victime, non par la rhétorique, non par la pression, mais par la preuve irréfutable des faits, son calme, sa dignité, le silence qu'il choisit de garder, tout cela joua désormais en sa faveur. Il était impossible de revenir en arrière. À l'extérieur de la pièce, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. On chuchotait. Certains étaient indignés, d'autres choqués. La phrase revenait sans cesse à voix basse. Ils ont déchiré sa Bible. Et à chaque fois qu'elle était prononcée, le malaise grandissait. Car il ne s'agissait pas d'un simple livre religieux. C'était un objet personnel, intime, profané par une personne en position d'autorité. Le débat a éclaté presque instantanément, même sans réseaux sociaux, même sans caméra. Il est né là, de bouche à oreille, dans la conscience collective. On a commencé à remettre en question à voix haute ce qu'on avait auparavant accepté en silence. Où s'arrête le contrôle légitime et où commence l'humiliation? Dans quelle mesure la sécurité peut-elle justifier la déshumanisation? Les questions résonnaient dans les couloirs. Plus elles résonnaient, plus il devenait évident que cette affaire ne pouvait être considérée comme un cas isolé. Elle révélait quelque chose de plus profond, une façon d'agir, une culture du pouvoir qui s'arroge parfois le droit de franchir les limites humaines au nom de l'ordre. On informa l'homme qu'il pouvait se rendre dans une autre pièce, plus privée. On lui présenta des excuses formelles, quoique prudentes, presque bureaucratiques. Il écouta tout en silence, serrant contre sa poitrine la Bible déchirée. Il ne réclama rien. Il ne célébra pas. Il ne manifesta aucun triomphe. Il se contenta d'acquiescer. Son souci semblait ailleurs, comprendre ce que cela impliquerait pour sa vie désormais. Mais à ce moment-là, la situation avait déjà dégénéré. L'affaire prenait une tournure inattendue. Il ne s'agissait plus seulement d'immigration. Il s'agissait de respect, de dignité, de limites. Et ces questions, lorsqu'elles surgissent, sont difficiles à maîtriser. Quelques heures plus tard, l'incident serait examiné par les instances supérieures. Des rapports seraient rédigés. Des conseillers juridiques seraient consultés. Des termes comme abus, excès et violation des droits commenceraient à apparaître dans les documents. L'acte impulsif d'un agent s'était mué en problème institutionnel. Au cœur de tout cela se trouvait un homme simple, entré dans ce bâtiment pour répondre à des questions sur son statut d'immigrant, et qui en est ressorti comme le symbole de quelque chose de bien plus vaste. Un rappel troublant que le contrôle n'est pas synonyme d'humiliation, que la sécurité ne peut se construire au prix de la déshumanisation. Cette pièce froide et blanche avait été le témoin d'un événement désormais irréversible. Le débat était lancé, et dès lors, aucune des deux parties ne pouvait prétendre qu'il s'agissait d'une simple procédure administrative ayant mal tourné.
Ce n'est pas un livre qui a été déchiré dans ce bâtiment administratif parisien. C'est une frontière invisible, et pourtant fondamentale, franchie sous les yeux de tous. Une frontière qui sépare l'autorité de l'abus, le pouvoir de l'humiliation, la fonction publique de la déshumanisation. Et lorsque cette frontière est franchie, peu importe le nombre de formulaires, de tampons ou de justifications a posteriori, quelque chose d'essentiel est déjà perdu. Cette Bible déchirée ne représentait pas seulement des pages arrachées à un objet religieux. Elle symbolisait la violation de ce qui ne devrait jamais être touché par des mains puissantes, la dignité humaine. Un geste apparemment anodin, rapide, presque banal pour celui qui l'a commis, mais dévastateur pour celui qui l'a subi. Car détruire ce qui nourrit une personne de l'intérieur n'est pas une simple procédure, c'est une violence symbolique, c'est un abus. L'homme quitta cette pièce transformée, non pas parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'un lien intime lui avait été arraché devant des inconnus. Malgré tout, il partit la tête haute. Il ne cria pas, il n'attaqua pas, il ne provoqua pas. Sa dignité demeura intacte, et c'est précisément ce qui révéla l'injustice avec plus de force que n'importe quelle accusation. Dans le silence, il montra ce que beaucoup tentent de dissimuler, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la violence, mais dans la résistance, sans se laisser submerger par la souffrance. À partir de ce jour, plus personne présent dans la pièce ne pouvait prétendre ne rien avoir vu. Plus personne ne pouvait parler de simples malentendus. La scène avait été filmée. Le bruit du papier déchiré, le silence pesant, les regards gênés, la question qui planait, qui ne s'est jamais dissipée. Jusqu'où va l'autorité lorsqu'elle oublie qu'elle a affaire à des êtres humains? Cette affaire ne se résume pas à l'immigration. Elle ne se résume pas à la religion. Elle touche à quelque chose de bien plus vaste. Elle est question de limites. Elle est question de respect. Elle est question d'une société qui doit décider si elle accepte que le pouvoir insidieux des institutions devienne une autorisation d'humilier. Car lorsque cela arrive à une personne, cela arrive à tous, tôt ou tard. Détruire la foi d'une personne n'est pas un exercice d'autorité, c'est un abus. Peu importe que cette foi s'exprime par un livre, un geste ou le silence. Lorsque l'État, une entreprise ou toute autre institution s'arroge le droit de détruire ce qui donne un sens à la vie d'une personne, elle cesse de la protéger et commence à lui nuire. Et cela ne devrait jamais être normalisé. Cette histoire ne s'arrête pas dans cette pièce. Elle se poursuit chaque fois que quelqu'un décide de briser le silence face à l'injustice, chaque fois qu'un témoin prend la parole, chaque fois qu'un acte de dignité révèle une injustice plus profonde. Car au final, ce ne sont pas les documents qui définissent qui nous sommes. Ce sont les choix que nous faisons lorsque le pouvoir met nos limites à l'épreuve. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires. Et la dignité ne se déchire pas. Laissez un j'aime pour soutenir les histoires vraies que beaucoup préfèrent de cacher. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Et regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, car cette histoire n'est pas la seule, et le silence ne doit jamais être le dernier mot.